Lecture du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Âme des peuples, la mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mythologie germano-nordique. Bibliographie numéro 121, publiée en 1990 aux éditions Triade, traduction en français de l'allemand par Henriette Waddington et Gabriel Wagner. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La compréhension de ce cycle de conférences présuppose que les auditeurs soient familiarisés avec les bases de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Avant d'écouter la conférence de Rudolf Steiner, vous entendrez en avertissement un préambule exprimé par le lecteur de ce podcast. Si vous souhaitez passer ce préambule, qui constitue pourtant un avertissement, nous vous invitons à écouter la conférence qui débute vers 12 minutes et 30 secondes environ. Note du lecteur, compte tenu de la nature très particulière des concepts que Rudolf Steiner va présenter dans le cadre de cette conférence, il nous apparaît essentiel d'exprimer ce qui va suivre. Lorsque nous entendons certains mots, sans comprendre ce que ces mots signifient clairement dans la pensée de celui qui les a écrits ou qui nous les dit, il nous arrive de réagir immédiatement. De manière très provocatrice, on pourrait peut-être dire que de tels comportements font penser à des comportements que l'on rencontre dans le monde animal. Par exemple, chez les meilleurs amis de l'être humain, les chiens. Je m'explique. Les chiens se mettent naturellement à saliver dès qu'ils perçoivent la nourriture qu'ils vont ingurgiter. Le physiologiste Pavlov avait observé qu'après quelques répétitions de nourrissage de ses chiens, ceux-ci salivaient avant même d'être en contact avec de la nourriture. Il s'aperçut par exemple qu'il suffisait que ces chiens entendent un certain signal sonore qui avait été présent lors du nourrissage et déjà ils se mettaient à saliver. Nous sommes nombreux à avoir eu vent de ces célèbres expérimentations menées par Pavlov. De celles-ci sont issues les expressions conditionnement pavlovien ou réflexe pavlovien. Bien que nous ne soyons pas des animaux, ne tendons-nous pas à nous comporter comme les chiens de Pavlov chaque fois que, lorsque nous entendons un mot ou le lisons, nous réagissons immédiatement sans chercher à en penser réellement toute la signification telle qu'elle a été conçue par son auteur. Dans cette 4e conférence donnée par Rudolf Steiner dans le cycle Âme des peuples, le 10 juin 1910, l'auteur va indiquer quelles sont les origines spirituelles complexes des races humaines, comment et à quel moment elles apparaissent au cours de l'évolution, puis qu'elles disparaîtront. La compréhension exacte de cette 4e conférence présuppose nécessairement non seulement l'étude préalable approfondie des 3 conférences précédentes, mais aussi l'étude des bases de l'anthroposophie. Si ces conditions sont remplies, alors le contenu de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique devient le moyen le plus puissant qui existe actuellement pour s'opposer radicalement à toute forme de racisme. Parmi ces bases de l'anthroposophie, nous penserons immédiatement à l'ouvrage majeur de Rudolf Steiner, le plus fondamental sans doute, qui est la philosophie de la liberté. À notre connaissance, il n'existe pas d'ouvrage plus antiraciste, plus anti-machiste, entre guillemets, plus antifasciste et anti-bolchéviste que la philosophie de la liberté de Rudolf Steiner. Il surclasse et de très loin tout ce qui est écrit ou pensé dans ces domaines. Il dépasse même tout ce qui est écrit qui porte sur la conception en toute clarté de la liberté de l'être humain. Dans le chapitre 14 de ce livre, on trouve ce passage, je cite, « Là où commence le domaine de la liberté, du penser et de l'agir, on cesse de pouvoir déterminer l'individu d'après les lois de l'espèce. » Et un peu plus loin, l'individu doit acquérir ses concepts par sa propre intuition.
La façon dont l'individu doit penser ne peut pas être déduite d'un quelconque concept d'espèce. C'est uniquement l'individu, et lui seul, qui est déterminant sur ce point. Rudolf Steiner a par ailleurs exprimé de nombreuses mises en garde contre le racisme et le nationalisme. Citons en exemple celle du 26 octobre 1917 qui caractérise l'idéologie nazie bien avant l'heure. Je cite : « Un homme qui parle de nos jours de l'idéal de race, des nations et de l'appartenance à une lignée, parle d'impulsion qui mène l'humanité à son déclin. Du sang des êtres humains jaillira une mentalité des plus réactionnaires, parce que la croyance prévaudra que cet état d'esprit réactionnaire est le plus grand idéal. » En ce qui concerne l'apparence physique et l'hérédité, Rudolf Steiner a pris d'emblée des positions très fermes, qui passent comme un fil rouge dans nombre de ses présentations, constituant en quelque sorte les fondements de ses convictions. En 1907, il déclare que les races sont en voie de disparition en raison, entre guillemets, du principe d'individualisation, qui se développe toujours davantage. Je cite un passage tiré du cycle de conférences Théosophie du Rose-Croix. Une époque viendra où il n'y aura plus de races de couleurs différentes. Les différences raciales s'estomperont. Par contre, les différences entre les individus seront de plus en plus grandes. Ce n'est plus le sang qui reliera les hommes, mais ce qui se tissera d'une âme à une autre. En 1908, il dit au théosophe de Stuttgart, je cite, c'est tiré du cycle de conférences L'univers, la terre et l'homme. Lorsque de nos jours on parle de race, on s'attache à quelque chose qui n'est pas vraiment juste. De lourdes erreurs ont été commises à ce propos, en particulier dans les livres de théosophie. On y enseigne que notre évolution se fait par rondes, comprenant des globes qui eux-mêmes se subdivisent en races successives, comme s'il y avait des races à tous les degrés de l'évolution. Ce n'est absolument pas le cas. En ce qui concerne l'humanité contemporaine, par exemple, il n'y a plus aucune raison de parler d'une évolution en termes de race. Et si l'on peut encore parler de race, ce ne peut être qu'avec la conscience que ce concept perd de sa signification. En 1909, Rudolf Steiner déclare dans une conférence aux théosophes de Munich, je cite, et ceci est extrait du cycle de conférences Le mystère des deux enfants Jésus, « Nous vivons actuellement à une période de transition au sens le plus fort du terme. Tout ce qui relève d'un type de vie subordonné à une âme collective doit être progressivement abandonné. Et ce sera le caractère individuel de chaque être humain qui passera de plus en plus au premier plan. On peut dire que, au cours de l'évolution de l'humanité, le concept dans lequel s'exprime le plus cette appartenance des âmes à un même groupe, à savoir le concept de race, perd de plus en plus sa signification. C'est l'essentiel, et voilà pourquoi il est nécessaire que le mouvement qui se dénomme théosophie admette dans ses principes cette élimination de la spécificité raciale et cherche à réunir les êtres humains de toutes les races, de toutes les nations, dépassant ainsi cette différenciation, ces différences, ces abîmes qui séparent les divers groupes humains. En 1912, à Berlin, Rudolf Steiner défend vivement l'idée suivante. Cette citation est extraite du cycle de conférences L'homme terrestre, l'homme cosmique. Selon ces bons vieux principes,
La théosophie préconise une culture indépendante des races et des couleurs, etc. Et si elle veut rester fidèle à elle-même, elle ne succombera pas à l'espoir de voir apparaître une culture reposant sur une seule race particulière. Ce n'est pas l'entrée dans un nouvel esprit de groupe, mais le renoncement à l'appartenance à un esprit de groupe qui va s'étendre à l'ensemble de la Terre et qui sera le caractère distinctif de la civilisation à venir. Cette évolution est étroitement liée au fait que l'être humain, dans sa conduite spirituelle, devient de plus en plus individuel, de plus en plus libre, pourrait-on dire. Enfin, outre les concepts de liberté et d'individualisation croissante de l'être humain, est partout présent dans l'œuvre de Rudolf Steiner une conception moderne de la réincarnation. Cette vision implique l'incarnation de chaque individualité humaine dans une grande diversité de peuples, de races et de périodes d'évolution. Ce cheminement d'incarnation en incarnation de notre propre entité spirituelle supérieure est entre autres voulu pour que nous puissions toujours davantage nous enrichir d'expériences diversifiées et nouvelles. C'est avec ces arrière-plans et connaissances de base qu'il importe toujours d'aborder l'œuvre de Rudolf Steiner, laquelle forme un tout indissociable lorsqu'il porte son regard sur tel ou tel fait ou sujet, y compris par exemple l'existence de races humaines. Si cette condition est remplie, alors il ne peut qu'en être un amour toujours plus grand et plus profond pour chaque être humain vivant sur la terre, quelle que soit sa culture, son peuple, son origine ethnique, sa entre guillemets race, sa religion, ses conceptions. Plusieurs des citations exprimées dans ce podcast peuvent être retrouvées sur le site soesprit.info dans l'article Steiner contre le racisme, un article écrit par Raymond Burlotte. Vous trouverez également sur le même site toute une série de références ou d'articles qui portent l'étiquette antiracisme par exemple ou antinationalisme aussi, qui caractérisent les conceptions de Rudolf Steiner. Quatrième conférence, Christiana, Oslo, le 10 juin 1910. Si l'on veut savoir quel rapport les races ont entre elles, ces races qui constituent le fondement des diverses communautés ethniques, il faut tenir compte du fait que l'être humain tel que nous le connaissons et tel que nous le sommes est à vrai dire un être fort compliqué, qui n'a pu apparaître dans sa forme et sa nature actuelle que grâce à la collaboration d'innombrables entités cosmiques. Par le livre Chronique de l'Akasha et d'autres ouvrages concernant l'évolution de l'être humain, nous savons qu'avant d'avoir atteint son état présent, notre Terre a dû passer par 3 autres états. Les 3 parties constitutives de l'être humain que nous appelons corps physique, corps éthérique ou de vie, et corps astral ont été progressivement ébauchées puis développées jusqu'au niveau où elles sont actuellement. L'être humain n'est devenu capable de prendre en lui un 4e élément, le je, que pendant l'incarnation actuelle de la Terre. Ces 4 parties de son être sont révélatrices de tout ce qui s'est passé au cours des 3, ou plutôt 4 incarnations de notre Terre. L'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune et les temps terrestres qui se sont écoulés jusqu'ici. Si vous faites passer devant votre regard intérieur toutes les entités qui ont contribué à cette évolution, esprit du vouloir ou trône, esprit de la sagesse, esprit du mouvement, de la forme, esprit de la personnalité, archange, et aux extrémités de la hiérarchie les anges d'une part, et d'autre part
les chérubins et les séraphins, vous pouvez vous dire qu'elle a été des plus compliquées, la collaboration à laquelle l'être humain doit l'organisation de la nature qu'il possède aujourd'hui. Nous l'avons vu. Pour que l'être humain puisse apparaître, il a fallu non seulement que toutes ces entités et forces de la nature agissent ensemble dans le cosmos, mais encore qu'à des époques données, certaines entités renoncent à avancer normalement dans leur évolution, restant en arrière afin de pouvoir intervenir dans l'organisation humaine tout autrement que si elles avaient évolué de façon normale. Nous avons devant notre regard intérieur un réseau merveilleusement multiforme et varié à l'infini quand nous cherchons à comprendre ce qu'est réellement l'être humain tel qu'il se présente aujourd'hui. Sachons aussi que nous apprenons à comprendre comment l'être humain est né de la coopération des entités si nous réussissons à écarter en quelque sorte les fils qui s'entrelacent et à observer les entités une à une, en plein travail. Nous pouvons dire alors, l'entité qui entre principalement en ligne de compte pour l'être humain actuel, c'est celle qui lui a donné la possibilité de dire je, moi, en parlant de soi et d'acquérir peu à peu une conscience de son je. Cette possibilité lui a été accordée d'abord par les esprits de la forme, les entités que nous nommons puissance ou exousiae. Précisément, si nous parvenons à surprendre ces entités dans l'activité qu'elles consacrent à l'être humain, nous nous demandons ce qu'il en serait de l'être humain si ces entités-là, et parmi elles uniquement celles qui ont fait une évolution normale, agissaient seules en lui. Nous trouvons qu'elle lui octroie l'organisation du je. C'est dire qu'au fond, étant donné leur nature, elles ont le plus grand intérêt à ce que l'homme en vienne à posséder son je. Or, ce que ces entités au ton fond à réaliser ne peut se faire dans la vie de l'homme actuel qu'à partir d'un âge déterminé, l'âge où cela devrait avoir lieu. Rappelez-vous ce que dit la science de l'esprit au sujet de l'éducation de l'enfant. Entre la naissance physique et le changement de dentition, donc jusque vers la 7e année, l'être humain développe essentiellement le corps physique. Les esprits de la forme ne prêtent pas l'attention particulière à ce développement qui répète dans le fond ce qui se produisit sur l'ancien Saturne. Répétition qui s'est déjà effectuée à maintes reprises et s'effectue d'une façon particulière depuis la dernière naissance physique jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis viennent les années qui vont de la 7e à la 14e, donc à la puberté. C'est aussi une période qui n'intéresse pas particulièrement les esprits de la forme, car elle répète l'ancien état solaire. Or, les esprits de la forme se proposaient d'entreprendre leur tâche principale, celle de donner le je, à l'étape terrestre seulement. Nous en arrivons au 3e âge de la vie, qui va de 15 à 21 ou 22 ans. Le corps astral se développe en l'homme comme il s'était développé dans l'évolution sur l'ancienne Lune. Les esprits de la forme normalement évolués ne s'intéressent toujours pas à l'être humain. Si bien que, précédant la naissance proprement dite du je autour de la 20e année, ces 3 âges n'intéressent pas directement ces esprits. Ils interviennent quand l'être humain atteint cet âge, conformément, aimerait-on dire, à leur nature. En y réfléchissant, vous ne trouverez pas extraordinaire qu'on puisse dire
Selon l'intention véritable des esprits de la forme, il suffirait que l'être humain soit là dans l'état où il se trouve aux environs de sa 20e année. Ce qui se développe en lui avant cet âge correspond en réalité pour ces esprits à un état embryonnaire, où tout est en germe. Et s'il m'est permis de parler de façon un peu imagée, j'ajouterai que les esprits de la forme normalement évolués préféreraient que tout se passe selon les règles et que personne ne vienne leur gâcher le métier. Si ces esprits agissaient seuls jusqu'à la 20e année, la conscience, durant les 7 premières années, serait celle qui revient au corps physique. Ce serait l'état de conscience totalement émoussé qui caractérise le minéral. À la deuxième étape, entre 7 et 14 ans, la conscience serait celle de l'homme endormi. De la 14e à la 20e année, l'activité intérieure serait intense, mais l'existence serait une sorte de rêve. Après cette conscience lunaire, l'être humain s'éveillerait dans sa 21e année environ. Alors seulement, il accéderait à la conscience du je. Si l'évolution suivait son cours normal, alors seulement l'être sortirait de lui-même et verrait le monde extérieur conformément à l'image du monde que nous connaissons aujourd'hui. Vous le voyez, dans le fond, si l'on tient compte uniquement de l'activité des esprits de la forme, l'être humain parvient très prématurément à l'état de conscience d'aujourd'hui, puisque cette conscience s'éveille en l'enfant, dans une certaine mesure, peu après la naissance physique. Elle ne s'éveillerait pas à la vision claire et distincte du monde extérieur si d'autres esprits, qui sont en réalité des esprits du mouvement, n'étaient pas restés en arrière et n'avaient pas renoncé à développer certaines facultés qu'ils auraient pu acquérir avant les temps terrestres. S'étant donc arrêtés dans leur évolution, ils peuvent maintenant intervenir dans celle de l'homme d'une façon particulière. Comme ils ont évolué d'une autre manière, ils sont à même d'inculquer très tôt à l'être humain ce qu'il n'aurait dû s'approprier que vers sa 20e année. Il s'agit d'entités spirituelles qui ont donc renoncé à la possibilité de poursuivre normalement leur évolution jusqu'à l'incarnation planétaire terrestre. Elles auraient pu être des esprits du mouvement pendant l'ère terrestre, mais elles en sont restées au stade des esprits de la forme et agissent dès lors sur Terre en tant que telles. Aussi, ces entités peuvent-elles octroyer à l'être humain, qui en réalité n'est nullement assez mûr pour cela et doit encore rattraper un certain retard, ce que l'évolution normale lui accorderait seulement autour de la 20e année. Quand il vient au monde, il reçoit des esprits anormaux de la forme des facultés qu'il n'aurait reçues sans cela que vers l'âge de 20 ans. Les conséquences en sont très importantes. Imaginez un moment qu'il n'en soit pas ainsi. Si ces esprits anormalement évolués n'intervenaient pas, l'être humain n'entrerait en ligne de compte dans le monde physique que parvenu à l'état qui est le sien vers sa 20e année. Cela signifie qu'il devrait naître en tant qu'être physique, qu'il devrait naître dans cet état ayant vécu des stades embryonnaires tout différents. À cause de ces esprits anormaux de la forme, c'est effectivement dans le monde physique que l'être humain se développe dès sa naissance et pendant 20 ans. C'est donc à peu près le tiers de la vie terrestre. Il faut le dire, ce premier tiers de notre vie terrestre est régi par des entités spirituelles anormales, au lieu de l'être par les entités spirituelles qui président à l'état de la Terre. Et du fait que les entités retardées participent à l'évolution,
Nous n'avons pas, nous autres êtres humains, la forme que nous aurions si nous naissions dans l'état qui est le nôtre aux environs de notre 20e année. Le prix que l'être humain doit payer pour cela, c'est qu'il subit la très forte influence de ces entités durant le premier tiers de sa vie. Toute sa croissance, en réalité, est influencée par ces entités anormales. Après que s'est écoulé le deuxième tiers, qui appartient au fond aux seuls esprits normaux de la forme, l'échéance se présente sous la forme d'une évolution descendante. Un recul s'amorce en l'être humain et son organisation éthérique et astrale se détériore. On distingue donc dans la vie humaine 3 phases. La partie ascendante, la phase intermédiaire et celle du déclin. C'est seulement dans la phase médiane que l'être humain est, entre guillemets, homme, à proprement parler. À la 3e, il lui faut rendre ce qu'il a reçu pendant la phase ascendante, par une sorte de paiement différé. En effet, si l'être humain était soumis exclusivement aux influences des esprits normaux de la forme, tout ce qui se passe actuellement pendant ces 20 premières années se présenterait tout autrement, aurait des formes différentes. Tout se serait passé bien autrement, de sorte que ce qui se développe chez un homme d'aujourd'hui pendant la première des 3 phases de sa vie correspond au fond, par beaucoup de côtés, à une anticipation sur les phases suivantes. Par là même, il est devenu, avant la 2e période de sa vie, un être plus matériel qu'il ne l'eût été sans cela. Cette partie de son existence, il l'aurait vécue sous des formes purement spirituelles. Il ne serait descendu jusqu'à l'état matériellement densifié qui est le sien aujourd'hui qu'en ce point de l'évolution où il parvient seulement dans sa 21e année, et où il se serait senti lui-même lié à la Terre. Donc, si l'évolution s'était faite de cette façon, la science de l'esprit dit que l'être humain aurait réellement accompli sa descente sur Terre, parvenu à l'état où le met sa 20e ou 21e année. Il n'aurait pas pu vivre sur Terre les états antérieurs. C'est au-dessus de la Terre, dans l'entourage terrestre, qu'il aurait dû séjourner. Et maintenant, vous comprenez comment se fait le développement de l'être humain pendant son enfance et sa jeunesse. Si la ligne droite BC, voire le croquis ci-joint, représente le chemin parcouru sur Terre, les esprits de la forme avaient destiné l'être humain à descendre ici-bas en ce point, le point 20/21 du croquis. C'est là qu'il aurait touché Terre. Il serait ensuite remonté après sa 40e année pour vivre le 3e tiers de son existence dans un état spiritualisé. Mais les entités anormales l'ont contraint ici déjà, au point A du croquis, à descendre sur Terre et à commencer sa vie terrestre. Tel est le secret de notre existence. Nous ne sommes donc vraiment gouvernés par les entités normalement évoluées, qui nous dirigent à proprement parler, que pendant la partie médiane de notre vie. Nos périodes de croissance et de déclin sont sous l'influence d'entités toutes différentes qui ont renoncé d'une façon ou d'une autre à leur évolution normale. Si tout s'était passé, comme cela ne s'est pas passé, si l'être humain avait vécu le premier et le dernier tiers de sa vie maintenu au-dessus de la surface terrestre et n'avait touché Terre que pendant la période intermédiaire, il serait devenu un être tout à fait différent et ne serait pas aujourd'hui lié à la Terre au point où il est en fait. Mais alors, tous les humains venant sur Terre auraient même stature et même nature. Tous ceux qui ont passé sur notre globe auraient été semblables. L'humanité
aurait été uniforme. Ce qui produit les caractères spécifiques des races telles qu'elles s'expriment dans le phénomène humain ne se trouve pas dans la partie médiane de l'existence. Mais tout ce qui se passe auparavant et se réalise pendant le premier tiers de la vie nous lie à la Terre, par toutes nos fibres, plus que nous n'étions destinés à l'être par les esprits normaux de la forme. De ce fait, l'individu dépend davantage de la terre sur laquelle il vit que ce n'eût été le cas autrement. Il s'est trouvé dépendant de la contrée terrestre où il vit, à l'encontre, pourrait-on dire, des intentions des esprits de la forme. L'homme descend prématurément sur terre, et de ce fait il dépend de l'endroit, parce qu'il se lie à la terre, étant dans l'état où ce n'était pas prévu pour lui. S'il n'avait pris pied sur terre qu'au deuxième tiers de sa vie, il n'aurait pas dépendu de l'endroit choisi, nord, sud, orient ou occident. Parce qu'il dépend ainsi de la terre et qu'il vit sa jeunesse comme nous l'avons caractérisé, il est lié à la terre, il fait corps avec la région où il est né, il lui appartient. Il dépend de toutes les conditions qui règnent en cet endroit, de l'incidence des rayons solaires, de la proximité de l'équateur en zone chaude, d'un climat tempéré, de l'altitude en plaine ou sur un haut plateau. Car on respire tout autrement en plaine qu'en montagne. L'être humain devient ainsi entièrement dépendant des conditions terrestres et du lieu où il est né. Nous le voyons littéralement enraciné dans la terre maternelle, attaché au pays natal par un lien étroit, et les caractères qu'il reçoit de ce fait le destinent à subir l'effet des forces terrestres déterminées par cette région. Tout cela détermine le caractère racial. Par ce détour, les esprits anormaux de la forme, les puissances qui donnent à l'homme l'actuelle conscience terrestre, mais pas entre sa 21e et sa 43e année, sont cause de la diversité des races à la surface du globe, laquelle dépend du lieu où l'être humain est né. Mais pendant le temps où il est en quelque sorte sous la domination des esprits anormaux de la forme, l'homme acquiert aussi la capacité de reproduire son semblable. Cette faculté est acquise également pendant que l'être humain n'est pas dirigé par les seuls esprits normaux de la forme. Ainsi, non seulement il dépend, comme nous l'avons vu, du pays où il est né, mais la possibilité est donnée au caractère ainsi acquis d'être transmis aux descendants. L'appartenance à une race exprime donc l'influence de l'habitat, mais aussi les caractères raciaux transmis héréditairement. Ceci vous explique pourquoi la race est héréditaire, et nous allons maintenant comprendre ce que nous révèle la science de l'esprit, c'est que les caractères raciaux furent bien le produit du lieu de naissance, mais dans le passé. Ce fut le cas pendant la dernière époque lémurienne et la première époque atlantéenne, alors que l'être humain dépendait directement de son milieu terrestre. À une époque postérieure, le caractère de la race commence à dépendre de l'hérédité et non plus du lieu. La race est donc un élément originairement lié à un lieu déterminé de la Terre et qui s'est transmis dans l'humanité par l'hérédité, mais en s'émancipant de plus en plus du lieu. Voilà qui vous permet de reconnaître quelle est l'étape de l'évolution où la notion de race prend un sens. Cela n'a aucun sens d'en parler avant les temps lémuriens, car l'être humain effectue seulement sa descente sur Terre. Il avait vécu dans l'entourage de la Terre, puis y est descendu et les caractères raciaux devinrent héréditaires aux temps atlantéens et le sont restés jusqu'en notre époque post-atlantéenne.
Nous verrons qu'actuellement, les caractères de l'ethnie commencent à dissocier les caractères raciaux, à les estomper. Nous reviendrons à la question. Mais gardons-nous bien de considérer que l'évolution de l'univers est une roue qui tourne sans commencement ni fin. L'idée de la roue, tellement prisée dans certaines représentations mystiques de l'univers, introduit une terrible confusion dans la véritable notion de l'évolution humaine. Lorsqu'on se représente le processus comme si tout tournait autour d'un centre permanent, en se divisant en un certain nombre de races, c'est qu'en réalité on n'arrive pas à concevoir que tout évolue, y compris ces dernières. Elles sont nées et disparaîtront un jour. Elles n'existeront plus. Elles ne se perpétueront pas toujours de la même manière, ainsi que l'écrit Sinnett dans le bouddhisme ésotérique. Note de l'éditeur, Alfred Percy Sinnett, 1840-1921, journaliste et membre dirigeant de la Société théosophique, auteur du bouddhisme ésotérique, 1883. Fin de la note. Nous devons chercher l'apparition des caractéristiques raciales à l'antique ère lémurienne. Nous devons suivre leur transmission héréditaire jusqu'en notre temps, mais nous devons bien savoir que lorsque notre 5e époque de l'évolution sera remplacée par la 6e et la 7e, il ne pourra plus être question d'un état qu'on puisse encore qualifier de racial. Si nous nous représentons une évolution ne faisant que se répéter, monotone, c'est nous qui aurions en quelque sorte une roue de moulin dans la tête, et qui serions à 100 lieues de comprendre ce qui se passe réellement dans l'univers. Nous l'avons vu, l'évolution des races ne commence qu'au temps lémurien, quand interviennent les esprits anormaux de la forme. Ces esprits provoquent l'action des forces de notre planète correspondant à l'endroit où l'être humain doit passer par la première partie de sa vie. Cette action se transmet d'une certaine façon à la suite de l'existence, parce que l'être humain a une mémoire qui lui rappelle toute sa vie le temps passé sur Terre. En réalité, anormalement, avant sa 21e année. L'être humain serait un être tout différent si les esprits normaux de la forme étaient seuls à agir. Les esprits anormaux de la forme l'ont rendu dépendant de l'endroit où il vit sur la Terre. Une dérogation aux lois établies par les esprits normaux de la forme s'est produite, comme nous venons de le voir, de sorte que le point de la Terre où vit l'homme dans une certaine incarnation a pris pour lui une importance majeure. Ce qui suit va vous faire mieux comprendre quelles en furent les circonstances. Nous pouvons déjà indiquer que d'une certaine manière, le sous-sol et le sol terrestre font émaner un rayonnement qui imprègne l'organisation humaine, si bien que l'homme devient dépendant de ce sous-sol. À cet égard, nous pouvons donc dire quels sont les points déterminés de la Terre qui sont d'une importance historique dans l'évolution de l'entité humaine. Ce sera précisé ultérieurement. Pour l'instant, je caractérise de façon abstraite. Vous avez par exemple, voir le croquis qui apparaît maintenant à l'écran, un point situé au centre de l'Afrique. En ce point agissent comme si elles rayonnaient du sol toutes les forces qui peuvent atteindre l'être humain, notamment dans sa première enfance. Plus tard, l'influence de ces forces s'atténue. L'homme leur est moins exposé, mais l'empreinte qu'il subit de ce qui vient d'elle est fortement marquée. C'est ainsi que ce point appartenant à la terre où vit l'homme agit au maximum durant la petite enfance. Il détermine les êtres humains à dépendre de ces forces toute leur vie, de telle manière que le point dont nous parlons leur imprime durablement les caractères de la petite enfance. Ceci caractérise, pour ce qui est de leur appartenance raciale,
à peu près tous les êtres humains qui subissent tout autour de ce point de la Terre cette détermination par les forces terrestres. Ce que nous appelons la race noire est essentiellement conditionné par ces caractères. Note du lecteur: une fois encore, il faut être particulièrement rigoureux dans son étude et dans sa lecture des conférences de Rudolf Steiner ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Remarquons donc ici que Rudolf Steiner ne dit pas un seul instant que les Africains sont de petits enfants ou quelque chose d'analogue. Ce serait particulièrement absurde. Il parle, entre guillemets, de caractère de la petite enfance, mais ne précise pas ici ce qu'il entend par ces termes. Nous verrons par ailleurs, dans la suite de cet exposé, que tout ceci concerne des caractères liés au corps physique des êtres humains. Dans nombre de conférences données par Rudolf Steiner, lorsqu'il évoque des caractéristiques physiques, elles ne sont même pas visibles pour l'œil extérieur. Elles ne sont pas visibles sur un plan sensible. Il s'agit de caractéristiques généralement suprasensibles. Donc, à nouveau, il faut saisir ces expressions particulières de Rudolf Steiner dans le contexte spécifique de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique sans les mêler avec ce que l'on a habituellement comme représentation du corps physique par exemple. Fin de la note du lecteur. Si vous allez plus loin, en Asie, il s'y trouve un point à la surface de la Terre où les forces terrestres impriment durablement à l'être humain les caractères de l'adolescence. L'entité de la Terre confère à l'être humain les caractéristiques propres à la jeunesse, ce qui lui donne son caractère racial. Sont actuellement dans ce cas la race jaune et les races brunâtres. En revenant de l'Orient vers l'Occident, de l'Asie vers l'Europe, nous rencontrons un point qui imprime durablement à l'être humain les caractères d'un âge moins juvénile, ceux qui reviennent précisément à l'être humain à l'âge qui suit la jeunesse. En ce point, l'être humain n'est pas saisi dès l'enfance par les forces terrestres, mais plus tard, quand la jeunesse cède le pas à l'âge qui suit. Nouvelle note du lecteur. Ne faudrait-il pas comprendre, en lieu et en place de l'expression « en ce point, l'être humain n'est pas saisi dès l'enfance par les forces terrestres, mais plus tard, quand la jeunesse cède le pas à l'âge qui suit », ne faudrait-il pas comprendre en lieu et place de cette expression « en ce point, l'être humain n'est pas saisi dès l'enfance par certaines forces terrestres, mais plus tard ». En effet, nous avons vu dans la partie précédente de cette conférence que tous les êtres humains, sans exception, sous l'influence des esprits anormaux, ont été prématurément liés aux forces terrestres et ont subi l'influence de ces forces terrestres. Alors quand on va voir dans le texte en langue allemande, la traduction française est correcte, c'est bien ce qui a été lu précédemment, en tout premier lieu, qui est la, entre guillemets, bonne version. Mais rappelons-nous qu'il faut toujours contextualiser ces lectures et, d'après ce qui vient donc d'être dit, tous les êtres humains subissent sans exception, quelle que soit, entre guillemets, leur race, ces influences prématurées de la Terre, mais apparemment, il pourrait donc y avoir, d'après la compréhension que nous pouvons en avoir, des différenciations quant au type de corporéité dans lesquelles l'entité humaine s'incarne. Fin de la note du lecteur. Voilà de quelle façon l'être humain est atteint par les forces provenant de la Terre et qui le déterminent, et si nous réunissons les points en question, nous obtenons la ligne suivante, ligne fort curieuse qui vaut encore pour notre temps. Au point en Afrique correspondent les forces qui impriment à l'être humain les signes caractérisant la première enfance. Au point asiatique, celles qui donnent à l'être humain les signes de la jeunesse. Dans les contrées d'Europe, ce point marque l'être humain les signes de la maturité. Cela correspond tout bonnement à une loi. On pourra certes nous objecter que dans ce cas l'Européen est avantagé par rapport aux races noires et jaunes. Mais en réalité, aucune race n'est défavorisée, du fait que tous les êtres humains s'incarnent dans les différentes races au cours des vies successives.
Il est vrai qu'en ce domaine la vérité est souvent voilée. Mais la science de l'esprit mène, vous le voyez, à de bien curieuses connaissances. Nouveau et dernier commentaire du lecteur. Si on considérait que certaines races sont avantagées par rapport à d'autres, alors on devrait tout aussi bien dire que les êtres humains d'âge adulte, par exemple d'âge adulte mûr, sont avantagés par rapport aux êtres humains jeunes, ou qu'ils sont plus âgés qu'eux. Quel sens cela aurait-il de dire que certains sont avantagés par rapport à d'autres? Les expériences que fait l'être humain à chaque âge de la vie ont chacune leur sens et elles sont irremplaçables, de même que les expériences qu'il fait en s'incarnant au sein de différentes races. Fin du commentaire, du dernier commentaire du lecteur. Prolongeons encore cette ligne. Allons vers l'ouest, en Amérique. Dans ces régions, les forces agissent sur la partie qui suit le tiers médian de la vie. Je vous prie de ne pas mal interpréter mes paroles, car elles concernent l'homme dans la mesure seulement où il dépend des forces qui organisent son être physique, des forces qui ne constituent pas son entité humaine, mais au sein desquelles il vit. Nous en arrivons donc aux forces qui sont largement en rapport avec ce qui, en l'homme, va vers la mort et qui appartient au dernier tiers de la vie. Cette ligne existe réellement. Sa courbe exprime une vérité, celle de la loi qui gouverne l'action de notre terre sur l'être humain. Cette ligne retrace le parcours des forces qui, s'exerçant sur l'être humain, déterminent la race. Le peuple indien d'Amérique s'éteint, non parce que cela arrangeait les Européens, mais parce qu'il a dû prendre en lui les forces qui l'entraînaient vers son déclin. De cette ligne bizarre dépend l'élément racial qui existe à la surface de la Terre. Il est dû aux forces qui échappent à l'influence des esprits normaux de la forme. Là où les caractères raciaux sont à prendre en considération, ils agissent de cette façon. Mais au temps où nous vivons, le caractère de race sera progressivement dépassé. Tout cela était déjà préparé à l'aube des temps terrestres. Si nous remontions à l'ancienne ère lémurienne, nous pourrions trouver les races, dans leur tout premier commencement, à l'emplacement de l'Afrique et de l'Asie actuelle. Plus tard, il s'effectue une migration vers l'ouest. Et si l'on continue à suivre la progression vers l'ouest des forces qui déterminent les races, on observe le dépérissement des Indiens d'Amérique. L'humanité dut aller en Occident afin de mourir en tant que race. Un courant migratoire va vers l'Est pour qu'une nouvelle force de jeunesse vienne régénérer l'humanité. Il mène de l'Atlantide vers l'Asie, en passant par l'Europe. Ensuite, une nouvelle migration vers l'Ouest se produit. Mais ce n'est pas le mouvement des races qui se répète, car il s'effectue, pour ainsi dire, au niveau supérieur, c'est l'évolution des civilisations. En un sens, on peut voir que cette évolution prend un caractère qui en fait comme le prolongement de la ligne des races. C'est ainsi que la première civilisation après l'Atlantide, et combien admirable, nous l'avons dit, est celle de l'Inde ancienne, correspondant au premier âge de l'enfant, car l'être humain dort encore à l'égard de la nature physique, et les révélations du monde spirituel viennent agir dans son âme. Et en effet, cette première civilisation est une révélation d'en haut. C'est la manifestation des hauteurs spirituelles. Et celle-ci a pu opérer sur les hommes pour la seule raison que l'homme était alors sous l'influence de la terre indienne, comme il l'avait déjà été à une époque plus reculée encore. Dans ce passé infiniment lointain, l'élément racial physique avait été déterminé par le sol. Cette fois, la même région de la Terre détermina plutôt un psychisme de nature particulière, celui de l'être humain proto-indien. La migration d'ouest en est suscita un tel renouveau de jeunesse
que la configuration spirituelle particulière qui caractérise la civilisation originelle de l'Inde put apparaître. Celle-ci, qui est très ancienne, n'a pas encore été étudiée. Celle qu'on appelle ainsi aujourd'hui ne fait que descendre de celle qui se trouve expliquée de cette manière, notamment par le fait que la civilisation atlantéenne s'y répète en un certain sens. Si maintenant nous passons en revue les civilisations qui se sont succédées au temps post-atlantéen, nous constatons qu'elles paraissent, l'une après l'autre, répéter des conditions vécues antérieurement dans le corps physique, mais qu'un rajeunissement a rendues très différentes. C'est ainsi que la civilisation proto-perse retrace en un sens ce qu'on pourrait appeler un combat. L'être humain qui est encore livré, dans ses premières forces humaines, aux influences des esprits anormaux de la forme, s'efforce de s'en arracher pour se donner aux forces provenant des esprits normaux de la forme. Dans la Perse ancienne, l'opposition se retrouve dans la conscience où la lumière lutte avec les ténèbres, et dans les figures d'Ormuz et Ahriman. Plus nous revenons vers l'ouest, plus nous voyons que les caractères d'un âge plus mûr s'impriment dans la civilisation. Nous devons certes convenir que, jusqu'au temps présent, les créations humaines dépendent encore en une large mesure des forces et entités anormales de l'univers. Néanmoins, nous pourrons comprendre aussi que, dans cette progression vers l'ouest, ce ne sont plus exclusivement les qualités de la race qui comptent. Nous pouvons comprendre également que, d'une certaine façon, dans le mouvement de la civilisation, la pleine fraîcheur de jeunesse et l'élément productif qu'elle contient déclinent de plus en plus, à mesure qu'elle avance vers l'ouest. Quiconque voit les choses d'une façon objective peut constater que la civilisation de notre temps obéit aussi à cette loi. Mais on n'est guère enclin à se montrer objectif. Si cependant vous savez observer qu'en fait toute civilisation est en mouvement, vous constaterez que plus on va vers l'ouest, moins la civilisation devient productive. En tant que civilisation, elle tend vers la mort. Les éléments extérieurs seulement de la civilisation sont florissants à mesure qu'on va vers l'ouest. Ceux qui ne sont pas régénérés par des forces de jeunesse, mais qui prospèrent au contraire dans ce qui est vieillissant. C'est pourquoi les Occidentaux pourront encore faire de grandes choses pour l'humanité en fait de découvertes en physique, en chimie, en astronomie et dans tout ce qui ne dépend pas de forces jeunes et fraîches. Mais ce qui nécessite un effort créateur demande en réalité une configuration différente des forces qui agissent sur les êtres humains. Pensez que l'enfant grandit jusqu'à une étape déterminée de son développement. Et alors seulement, ce qu'il a de spirituel s'épanouit à proprement parler. Il est d'abord un être qui croit physiquement. Ce qui chez le marmot est comprimé en un petit volume doit d'abord occuper davantage de place, physiquement. Ensuite, c'est la formation de l'être humain, lequel va se trouver enserré dans l'espace intérieur. Or, il en va de même pour l'humanité dans son ensemble. Nous découvrons une curieuse loi en suivant la courbe dont nous avons parlé. Nous la voyons s'exprimer jusque dans les continents. D'abord, nous avons en Afrique une sorte de point de départ pour le développement de l'être humain physique. Puis, le territoire sur lequel l'humanité se forme s'étend dans de grands espaces. Nous les trouvons dans les vastes plaines de l'Asie. L'humanité peuple là d'immenses étendues. Voyons à présent comment se répète la formation des races dans les civilisations post-atlantéennes. Dans l'antique civilisation de l'Inde, l'être humain regarde le monde du même regard que l'enfant, portant sur son entourage un regard qu'on dirait de curiosité. C'est dû aux forces fraîches et juvéniles qui incitent l'être humain à occuper davantage de place et à organiser l'espace d'après cette expansion.
Ensuite, il faut que le spirituel se mette en œuvre et que le physique se resserre. On voit alors la civilisation progresser en Europe. L'espace occupé par cette humanité rapetisse de façon remarquable, ses dimensions diminuent. Nous voyons que l'Europe est le plus petit des continents et que plus l'humanité avance vers l'ouest, plus elle tend à un peuplement dense. Elle occupe les péninsules qui s'avancent dans la mer et se trouve de plus en plus à l'étroit dans sa progression vers l'ouest. Tout ceci est en relation avec le déroulement spirituel de l'évolution. Vous touchez ici d'une façon curieuse au mystère de cette évolution. Mais la poussée vers l'ouest s'accompagne d'une crise. Crise par laquelle un élément moins productif commence à se faire sentir. La créativité décline d'une certaine façon dans les régions péninsulaires de l'Occident. L'improductivité se manifeste, nous l'avons vu précédemment, dans le fait que la culture elle-même, dans sa marche vers l'ouest, est gagnée par un élément de rigidité, de sénilité, qui tend vers la mort. On a toujours su cela dans les écoles d'occultisme. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que ces communications pouvaient risquer d'offusquer certaines oreilles. Et ce n'est pas de sitôt qu'on pourra dévoiler ce qui libérerait l'être humain à l'égard des éléments supérieurs de son entité et lui ferait reconnaître ce qu'est l'influence du sol qui détermine la race, puis le caractère des civilisations, influence qui perdra son importance dans l'avenir quand l'être humain fera retour au spirituel. Vous comprendrez donc que la marche évolutive de l'humanité doit aller de pair avec celle de son évolution spirituelle, connue de tout temps par ceux qui sont initiés au profond mystère de l'existence. La vérité de ce qui est dit ne dépend pas de l'attachement personnel à ceci ou à cela. Elle dépend de ce qui est une nécessité de l'évolution. Parler contre cette nécessité ne mène à rien. Parler contre elle signifie lui mettre des bâtons dans les roues. Il est donc tout naturel en un certain sens que les habitants d'un pays situé plus à l'ouest aient besoin d'aller chercher un élément de renouvellement à l'est, de recevoir de l'Orient une impulsion. Dans le centre de l'Europe, on devrait consacrer sa pensée à la créativité qui existait là avant le peuplement des péninsules. C'est justement pour cela qu'en Europe, je veux dire dans ce domaine germano-scandinave qui nous est commun, les êtres humains doivent devenir conscients de l'élément d'âme qui leur est propre. Et c'est pour cela qu'en Occident, au contraire, il faut chercher la partie de l'humanité qui justement doit recevoir quelque chose de l'Orient. Ceci tient très profondément au caractère de l'humanité terrestre dans son ensemble. Vous voyez que cela se répète aussi dans le développement de la théosophie. Nous le constatons également à la quatrième époque, la civilisation gréco-latine. C'est un fait que les Romains étaient à certains égards plus avancés que les Grecs. Mais c'est chez ceux-ci, à l'Est, qu'ils sont allés chercher leur vie spirituelle. La loi ainsi mise en évidence se confirme d'autant mieux que les contrées sont situées plus à l'ouest. Ces grandes vérités, on ne peut au fond qu'y faire allusion. Elles expriment l'aspect intérieur de notre mission qui concerne chaque parcelle de la surface terrestre. Vous voyez que nous devons comprendre ce que nous avons à faire pour nous élever jusqu'au caractère commun à toute l'humanité. L'importante responsabilité incombant à qui souhaite intervenir dans le grand mouvement de l'humanité vient de là. Ni la sympathie personnelle, ni l'enthousiasme personnel ne doivent jouer là où ce mouvement est en cause. Ce n'est nullement ce qui importe, mais bien les grandes lois qui régissent l'ensemble du phénomène humain. Il faut reconnaître les effets de ces grandes lois sans se laisser influencer par telle ou telle idée préconçue. C'est au fond le caractère de tout le rosicrucisme. Ce dernier consiste à agir dans le sens de l'évolution humaine tout entière.
Si l'on a une connaissance du sol sur lequel on vit, jusque dans la formation d'îles et de presqu'îles, on saura quels sentiments doivent vous pénétrer pour pouvoir agir dans le sens de l'évolution humaine. L'être humain fut un jour mis sur la terre par les esprits anormaux de la personnalité et lié aux divers points de la surface terrestre. Ainsi fut créée la base sur laquelle se développèrent les races. Mais ensuite, nous voyons ces races se mêler de plus en plus. Nous voyons intervenir dans l'évolution des races, à savoir s'élever sur ce fondement l'évolution des ethnies. Nous voyons cette dernière exercer une action jusque dans le développement de l'individu. C'est exprimer un grand mystère que de dire par exemple qui était Platon sous le rapport de son être extérieur placé dans l'humanité par sa naissance. Il appartenait à la lignée des Solonides, au peuple ionien, à l'ethnie des Grecs et à toute la race caucasienne. La compréhension du fait que Platon était solonide, ionien, grec et caucasien, lorsqu'on pénètre par la pensée la loi de ses appartenances, éclaire un profond mystère. Ce mystère dévoile la façon dont, sur la vaste base de la planète Terre, coopèrent les esprits normaux et anormaux de la forme, esprits qui ont le plus grand intérêt à faire de l'homme un être terrestre. Preuve de cet intérêt ? La différenciation entre les hommes et l'entrée en jeu des autres entités dont nous avons parlé en caractérisant les ethnies. L'entité de chaque être humain est concernée par ces processus donnant forme à l'évolution de l'univers par l'action convergente de ces entités, de tous ces esprits supérieurs. On ne comprend pas l'homme individuel si l'on ne voit pas qu'il est devenu ce qu'il est, dans la totalité de son évolution, du fait que ces entités ont ainsi coopéré. C'est parce qu'un jour une race caucasienne a été créée par l'action mystérieuse des esprits de la forme à évolution normale, venant s'ajouter à celle des esprits de la forme à évolution anormale, c'est parce qu'ainsi un terrain propice lui a été assuré, qu'un Platon a pu venir au monde. Lorsqu'on voit comment interviennent les archanges normaux et anormaux, et aussi les anges, l'on mesure le chemin qui fut nécessaire pour que naisse un Platon, une entité humaine au visage humain, ayant des caractéristiques tout à fait déterminées d'intelligence, de sensibilité et de volonté. L'ethnie tient le milieu entre la race et l'individualité. C'est pourquoi nous avons dû caractériser aujourd'hui d'une façon générale les conditions sur lesquelles se fondent les races. Dans la prochaine conférence, nous verrons comment les peuples sont sortis des races, comment interviennent d'autres entités hiérarchiques, notamment comment elles interviennent dans l'action des esprits de la forme. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.